Eh bien, on le remercie de passer aujourd'hui car il est un peu serré au niveau de la correspondance pour Vénus où il dédicacera son nouveau livre. Bonjour Bruno Fulini. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, historien et vous publiez aux éditions Artaud Atlas des zones extraterrestres. Un livre recensant tous les endroits où, soi-disant, il y a eu contact, des lieux qui leur sont consacrés, où on a parlé d'eux également. Est-ce que c'est un livre qui s'adresse aux humains ou aux extraterrestres? Je pense que des extraterrestres le liront s'il en existe, qui sont infiltrés parmi nous, mais il s'adresse d'abord aux humains, confrontés à ce phénomène tellement mystérieux sur lequel on a écrit tout et n'importe quoi. Et en plus, ce n'est pas récent parce que, en fait, dès le début, dans votre introduction, vous en parlez. Vous dites que, il y a deux idées qui se sont toujours combattues depuis l'Antiquité. C'est l'une qui parle de plusieurs mondes pouvant être semblables au nôtre, et l'autre qui dit nous sommes seuls et en fait on guide l'univers. En fait. Oui, il y a une logique anthropocentrique où la Terre est le centre de l'univers. C'était Aristote, c'était le christianisme avant Galilée. Et puis il y a une autre vision dans laquelle nous ne sommes finalement qu'un élément dans un univers absolument immense. Et ça, ce sont des philosophes comme Épicure, comme son disciple Métrodore. Donc là, nous sommes dans l'Antiquité grecque qui disait qu'il y avait une infinité de mondes possibles et que rien ne permettait d'exclure a priori l'existence de vie dans d'autres mondes, c'est-à-dire sur d'autres planètes. Est-ce que c'est toujours finalement branché par les extraterrestres? On a l'impression qu'on en voit moins, que c'est moins présent. Alors ça a changé de forme, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un âge d'or de ce qu'on appelle l'ufologie, c'est-à-dire l'étude des ovnis en français. Il y a eu un âge d'or qui a correspondu très exactement à la guerre froide. Ça démarre en 1947 et ça va durer jusqu'à la fin des années 80. Et là, avec les peurs liées à la guerre froide, liées à l'apocalypse nucléaire qui se profile, eh bien, on voit des extraterrestres partout. Ça change de nature après, mais ça ne disparaît pas. Et aujourd'hui, on retrouve les extraterrestres et leurs bases secrètes et leurs soucoupes dans toutes les théories conspirationnistes, avec l'idée, par exemple, que les États-Unis ont noué une alliance secrète. Ah oui, quand même. Voilà. Ah oui. Et ce qui expliquerait bien sûr leur avance technologique, leur avance militaire, Internet, toutes ces choses-là. Et donc tous les délires autour de Roswell d'une part, de la zone 51 d'autre part, qu'il ne faut pas confondre, ce sont deux sites différents, mais qui sont liés. Bref, il y a toute une mythologie qui s'est construite. Comment en 70 ans, nous avons bâti collectivement, les humains, sur toute la Terre, ça a touché tous les continents, une mythologie nouvelle avec ces acteurs inattendus que sont les extraterrestres et qui peuvent être très divers. Alors c'est un atlas, bien sûr. Vous parlez de la France, alors vous parliez d'extraterrestres de Roswell qui est rentré dans toutes les consciences dans les 90 avec Jacques Pradel. Mais alors il y a pas mal de choses et notamment cet ovniport. Alors l'ovniport se trouve à Arès. Arès c'est dans le bassin d'Arcachon. Et un ovniport, donc c'est comme un aéroport mais pour accueillir des ovnis. Et il y a eu un décret municipal d'Arès pour construire cet ovniport. Il faut savoir qu'auparavant, dans les années 50, une autre commune s'était montrée très hostile, c'est Châteauneuf-du-Pape. Alors je ne sais pas si... C'est marrant, c'est dans la même région toujours et ils aiment bien le vin, non? Ils aiment bien le vin, mais là on est plus à l'est. À Châteauneuf-du-Pape, il y a un arrêté municipal pour interdire le survol de la commune et tout atterrissage d'ovnis, et la soucoupe serait même mise en fourrière par le garde champêtre. Alors c'était évidemment de l'humour, c'était une façon de faire parler de la commune. Néanmoins, cet arrêté municipal est toujours en vigueur. À Arès, on s'est voulu beaucoup plus accueillant, puisque un des habitants, qui était vraiment un fondu d'ufologie, avait fait savoir au maire que, ma foi, si on ne voyait jamais d'ovnis, c'est tout simplement parce qu'on n'avait rien prévu pour les accueillir. Et le maire a trouvé l'idée amusante, sympathique. Les ovnis sont dispensés de taxes en cas d'atterrissage. Et simplement, il y a un petit monument aujourd'hui avec la mention « Nous vous attendons toujours ». Voilà, donc, il ne suffit pas d'installer un ovniport pour que les ovnis atterrissent. Est-ce que vous savez déjà comment on en reconnaît un extraterrestre s'il est parmi nous? Peut-être ils sont parmi nous déjà, on ne sait pas. C'est très compliqué. C'est une thèse. Et c'est pour cela que ça préoccupe beaucoup les conspirationnistes. Parce que, bien sûr, il y a les extraterrestres, je dirais, des grands nanars du cinéma qui sont ouverts ou avec des antennes, des yeux rouges. Et on a des observations encore dans les années 90 d'extraterrestres très bizarres comme cela. Et puis, il y a le problème des reptiliens, c'est-à-dire d'extraterrestres particulièrement dangereux, hostiles, et qui auraient un pouvoir de transformation. Par exemple, il y a eu un premier ministre néo-zélandais qui s'est fait analyser par un médecin et un vétérinaire pour prouver à ses concitoyens qu'il était 100% humain et qu'il ne prenait pas une apparence reptilienne quand on avait le dos tourné. Mais dans les théories conspirationnistes dont on peut sourire, mais qui préoccupent nombre de nos contemporains, les reptiliens ont ce pouvoir et on trouve des textes accusant la pauvre reine Elisabeth II d'Angleterre ou le président des États-Unis d'être des reptiliens infiltrés. Bruno Finini, c'est bien vous, donc est avec nous toute la journée pour sa mise à jour sur France Info.